Lucydélique. Exposition qui célèbre le 100e anniversaire de la publication du manifeste fondateur, qui est le manifeste que rédige André Breton et qui va être publié le 15 octobre 1924. Donc 100 ans après, on est là et on célèbre ce manifeste et à travers lui le surréalisme évidemment. Et le but d'une exposition, c'est pas de ressasser toujours les mêmes gloires et les mêmes artistes avec les mêmes tableaux, je crois, c'est de proposer de nouvelles perspectives. Donc voilà, effectivement, il y a beaucoup d'artistes, et en particulier beaucoup d'artistes femmes qu'on ne connaissait pas, qu'on avait peu vues. Il y a des ensembles, par exemple autour de Remedios Varo, qui est une artiste mexicaine, qui va être une grande découverte pour le public français, je pense. C'est un aspect qui n'est pas toujours vraiment montré, c'est les liens avec l'ésotérisme et la spiritualité. Oui. Oui. Avant cela, il y a d'abord les liens qui sont profonds et qui peuvent vous intéresser. Avec André Breton publie un texte dans les revues surréalistes qui s'appelle L'entrée des médiums. Et dans ce texte, il relate les expériences qu'il vient de mener avec un certain nombre de poètes surréalistes en les invitant à se rassembler autour d'une table et à faire parler les esprits. Évidemment, il y a un peu de part de jeu là-dedans, il y a un peu de théâtre, mais néanmoins, ça produit des poèmes ou des fragments de poèmes qui sont tout de suite consignés et publiés dans les revues surréalistes. Et c'est pour ça que dans la première salle de l'exposition, on montre de véritables médiums auxquels s'intéressaient les surréalistes, c'est-à-dire des créateurs qui, en état de transe ou d'hypnose, réalisaient un certain nombre de dessins et tout comme ça. Mais il y a dans la façon qu'ont les surréalistes de fabriquer des œuvres quelque chose qui relève effectivement de cette activité qu'on pourrait qualifier presque de magique. Ils sont très sensibles et là, ils se réclament d'un héritage historique très important et très précis, qui est celui qu'on prête à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci conseillait à ses élèves de regarder les taches qui se dessinaient sur les murs et en observant suffisamment longtemps ces taches, d'en déduire soit une scène de bataille, soit un accouplement, soit un paysage, d'imaginer à partir de l'aléa, à partir de l'accidentel. Et les surréalistes vont être fascinés par ces idées-là, au point d'inventer des techniques, comme par exemple celle de Max Ernst, l'artiste allemand, qui va inventer la technique du frottage en posant sur un vieux parquet usagé des plaques de feuilles, en les frottant et en faisant apparaître dans ce frottage des formes qui sont des formes d'oiseaux, de forêts, etc. À un autre moment, André Masson, un autre artiste très important du début du surréalisme, va inventer ce qu'il appelle les peintures de sable. Il va poser sur le sol une toile vierge, l'asperger avec de la colle, ensuite jeter du sable sur cette colle, et effectivement la colle va retenir le sable, et ça va donner des linéaments, des formes tout à fait bizarres, totalement imprévisibles et non anticipées. Je dirais que le psychédélisme, c'est souvent un mélange à mi-chemin entre la spiritualité et le surréalisme. Oui. Et donc là, c'est assez étonnant de voir le surréalisme qui va vers la spiritualité, on va dire 20 ans avant que le... Oui. C'est vrai que toutes ces valeurs-là que promeut le surréalisme, elles vont être réinterprétées par la génération beat, oui, d'ailleurs, pendant un certain moment. Et c'est vrai que des poètes beat ou les peintres qui vont s'inspirer de leurs écrits produisent des formes qui sont comparables à celles du surréalisme. C'est tout à fait frappant, oui. Et on va retrouver ça encore un peu plus tard avec le mouvement hippie, voilà. Où on va retrouver effectivement l'usage de psychotropes pour modifier la conscience. Pour modifier la conscience, les surréalistes n'avaient pas besoin de psychotropes. Il y avait l'hypnose, modificateur de conscience, il y avait l'amour, à condition qu'il soit fou, c'est-à-dire qu'il soit capable de vous emporter bien au-delà de la raison. Et puis il pouvait y avoir des rencontres mystérieuses avec des événements inattendus, des contextes un peu fabuleux, etc. Mais la question de modifier la conscience est vraiment très forte dans l'esthétique du surréalisme, parce que c'est elle qui est productrice des formes qui intéressent les surréalistes. C'est-à-dire des surréalistes, des formes qui ne sont pas préméditées, qui sont aléatoires, encore une fois, qui n'ont pas été anticipées par l'artiste qui est en train de les réaliser. Il n'y a pas d'usage, en tout cas créatif, de ces adjuvants. Ah ben, dans le psychédélisme, vraiment non plus d'ailleurs, parce que c'est utilisé, mais pas... LSD peut aider quand même... Non, mais c'est pas pendant qu'on est sous trip concret, c'est après, avant... Oui, on se souvient des images qu'on a pu voir, voilà, effectivement. Enfin, peut-être qu'avec le cannabis, c'est différent. Avec le cannabis, c'est différent, mais le cannabis, on pourrait remonter à Baudelaire. Voilà, donc, effectivement. Mais en tout cas, il y a une parenté, effectivement, il y a des liens.
mais qui sont, j'allais dire, auto-suggérés chez les surréalistes. Ils n'ont pas besoin de prendre quoi que ce soit pour être dans un état de transe ou un état divergent par rapport à la perception rationnelle. Antonin Artaud n'est pas vraiment un surréaliste. Ah ben lui, là... voilà, c'est peut-être l'exception, parce que lui, dès 1935, a une obsession, c'est se rendre au Mexique pour trouver des civilisations anciennes qu'il pense être les héritiers directs des anciens Incas, et il sait qu'il pratique un art de la divination qui est stimulé par l'usage du peyote. Et il va effectivement faire ce pèlerinage en 1936 chez les Indiens Turahumaras, et il va s'initier, c'est ce qu'il nous raconte, il le raconte dans des livres, à l'usage du peyote, qui est celui que pratiquent effectivement les chamans pour entrer dans des états de voyance, de divination. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que finalement, Breton décède en 66, oui, au moment où naît vraiment ce mouvement hippie et psychédélique. Oui, c'est assez paradoxal, il n'a pas vraiment connu ce... Non, il n'y a pas. Il était à la fin de sa vie. Il n'y a pas de point de contact. Il n'y a pas eu de point de contact. C'est vraiment un événement qui se termine, l'autre qui émerge. Voilà. Mais cette idée-là d'un art transgressif des règles établies, de l'ordre établi de la raison, effectivement, c'est un message que les générations de 68 ont saisi et ont interprété à partir du surréalisme. Oui. Je pense à Matty Clarwine notamment, qui reprendra vraiment tous les codes du surréalisme, mais déjà dès 63, quoi. Donc c'est assez intéressant. Oui, il y a aussi autre chose, une dernière petite chose. Le psychédélisme va se servir de la technologie pour mettre en phase. Ah oui. L'idée, c'est de vous mettre dans cet état, sans évidemment rien prendre. Et le surréalisme... Dream Machine de Geising ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait, c'est la Beat Generation qui a inspiré le psychédélisme. Oui, bien sûr, directement. Mais le surréalisme ne va pas trop utiliser la technologie. Si, finalement, les films, Non, ils sont fondamentalement et éthiquement opposés à la technique. C'est des gens qui cherchent la solution du côté de la nature et pas du côté de la technique. C'est en cela que pendant des années, on a pensé que c'était un mouvement réactionnaire, parce qu'il mettait en cause le progrès, c'est-à-dire le progrès occidental, qui lui-même est totalement sous-tendu et le produit d'une activité, j'allais dire, machiniste, technique, etc. Ils sont dans un autre monde. Donc ils refusent la technique. Ah ben bien sûr. En tout cas, ils la refusent catégoriquement, clairement, à partir d'un moment précis, qui est celui de l'explosion des premières bombes atomiques. Et là, ils font des procès, je veux dire par voie de manifeste dans les revues, aux physiciens qui les rendent responsables effectivement de ce chaos et de ce désastre que constituent les premières explosions atomiques. Oppenheimer, etc. Voilà. Ouais, d'accord. Bon, ça, c'est une différence fondamentale entre les deux mouvements. Oui, peut-être. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et transmission sur Lucidélique. On se sent bien ici. Si vous voulez entrer, monsieur.